Et donc, à mon tour de vous parler de l'intérêt de microbiote, on ne va pas être très loin de tube digestif. Donc, pour vous parler de la cavité vaginale et l'intérêt de microbiote à ce niveau-là, et surtout lorsque ce microbiote est modifié, son impact sur la survenue d'infections vaginales à répétition. Donc, comme vous savez, le vagin, c'est un organe qui est le siège de plusieurs micro-organismes, bien sûr dominés par le bacille de Doederlein, qui joue un rôle capital dans le maintien de cet écosystème vaginal et surtout le maintien de la protection du haut appareil génital. Parce que, comme vous savez, il y a deux parties au niveau de l'appareil génital. Il y a la partie basse qui est septique et la partie haute qui est supposée stérile. Donc, ce microbiote vaginal, il subit des modifications au cours de la vie génitale. On ne va pas retrouver le même profil chez le bébé petite fille, ni chez la petite jeune pubère, ni chez la femme en activité génitale, autant chez la femme ménopausée. Donc, ces modifications sont dues essentiellement à l'impact hormonal, notamment les œstrogènes, qui jouent un rôle capital dans la modification de cette flore vaginale. Donc, nous allons vous parler des particularités de ce microbiote vaginal. Ensuite, nous allons exposer deux grands prototypes de la dysbiose vaginale, qui sont les plus fréquentes, bien sûr. Et enfin, on va conclure sur l'impact de cette modification, cette dysbiose vaginale, sur la santé de la vie génitale. Donc, comme vous savez, comme je l'ai dit, le vagin, il est habité. C'est un organe septique. Il est au contact de la peau, de l'intestin. Il est le siège de plusieurs germes qui vivent en harmonie, sur le plan physiologique, bien entendu, dominé par ce bacille de Doederlein, qui est le chef de file. On retrouve ce bacille représentant 70% de la population de micro-organismes et qui constitue la voûte de microbiote vaginal. Alors, sachez qu'il n'y a pas un seul lactobacille, il y a plusieurs types de lactobacilles de Doederlein, mais les plus fréquentés chez la femme sont de 4 types, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un modèle chez une femme et un autre modèle chez l'autre femme, et qui vont jouer pratiquement le même rôle. Alors, cette flore, comme j'ai dit, elle va évoluer sous l'influence hormonale, notamment les œstrogènes. Et donc, il y a un écosystème vaginal qui est dynamique grâce à cette flore. Et cette flore, elle va jouer un rôle. Regardez, elle va sécréter de l'acidité au niveau vaginal. Alors, comment elle se fait, cette acidité? C'est grâce à la transformation d'un sucre qu'on va retrouver au niveau des cellules vaginales, qui va être transformé grâce à des réactions biochimiques en acide lactique. Et c'est pour ça que le pH vaginal, il est acide, aux alentours de 3,8 et 4,6. Et c'est grâce à cette acidité qu'on a une protection maximale contre toute agression exogène. Alors, sachez que cette charge en sucre ou en glucogène au niveau des cellules vaginales, elle va dépendre de l'impact, ou plutôt, oui, il va dépendre de l'importance de la sécrétion œstrogénique chez la femme. C'est-à-dire que si on n'a pas d'œstrogène, notamment chez la femme ménopausée, on n'a pas une forte concentration de sucre dans les cellules vaginales et on aura moins, bien sûr, d'acidité puisqu'il n'y aura pas assez de transformation en acide lactique. Alors, c'est pour ça que le microbiote il va subir des modifications au cours de la vie génitale de la femme. Alors, quels sont les rôles de cette flore? Le premier rôle, comme on a dit, c'est la production d'acide. Le deuxième rôle, il est aussi principal, c'est la production de peroxyde d'hydrogène, c'est la H2O2, qui joue un rôle capital comme action oxydative destructrice de certaines bactéries. Un autre rôle, c'est la production d'un certain nombre de molécules qui vont adhérer à certains germes exogènes pour les détruire. Et enfin, un certain rôle qui est la production d'une sorte de membrane ou biofilm qui va épouser toute la muqueuse vaginale pour éviter justement toute agression et fixation de germes exogènes sur le vagin. Alors, sachez qu'on a beaucoup de lactobacilles et sachez que les rôles des lactobacilles
Ils sont différents en fonction de leur type, en fonction de leur quantité, et sachez qu'on aura une modification de ce microbiote, c'est-à-dire une dysbiose, lorsqu'on a une diminution de la quantité ou tout simplement lorsqu'on a une diminution qualitative des lactobacilles. C'est-à-dire qu'on peut avoir assez de lactobacilles, mais sur le plan qualitatif, ils ne sont pas efficaces. Et c'est ce qu'on peut voir sur un certain nombre de prélèvements vaginaux que vous allez réaliser lorsque la femme fait des vaginées ou plutôt des infections à répétition. Le biologiste, il peut vous dire que voilà, il y a une flore vaginale normale, mais à côté, il y a une vaginose, alors que c'est contradictoire. Ça veut dire qu'on peut avoir une flore qui n'est pas efficace à protéger le vagin. Alors, le modèle ou le prototype classique de cette dysbiose et de cette modification du microbiote vaginal, c'est la vaginose bactérienne que tout le monde connaît. Je vous lis justement le rapport de l'OMS l'été dernier, qui a déclaré que c'est le motif le plus fréquent de consultation chez la femme, le plus fréquent de consultation, pas de perte anormale, et c'est la cause la plus fréquente aussi des leucorrhées chez la femme en âge de procréer. Et bien sûr, les femmes sexuellement actives sont les plus touchées. Et que, regardez, la vaginose bactérienne, ce n'est pas une IST, mais elle peut favoriser la transmission d'IST. Ça, c'est important. Et qu'elle peut augmenter le risque de complications gravidiques. Et donc, une femme qui est enceinte, il faut tenter, ou plutôt essayer de rechercher à chaque fois, sur le plan interrogatoire et l'examen clinique, cette vaginose bactérienne qui peut être sous-diagnostiquée au cours de la grossesse et qui peut être la source de complications. Alors, dernier rapport, bien sûr, ou dernière ligne du rapport de l'OMS, c'est les difficultés thérapeutiques, c'est-à-dire comment agir sur les récurrences de cette vaginose. Alors, c'est quoi la vaginose bactérienne? C'est tout simplement une profonde modification de cette flore. La femme n'a pas d'infection, n'a pas plutôt de vaginite, elle n'a pas une irritation, elle a tout simplement un changement de flore vaginale, disparition de lactobacilles et son remplacement par une nouvelle catégorie qui est agressive, c'est le Gardnerella vaginalis, qui est un anaérobie. Alors comme j'ai dit, ce n'est pas une vaginite, ce n'est pas une inflammation, la femme n'est pas très gênée, elle est gênée par contre par rapport à la malodeur vaginale. Donc c'est souvent une jeune femme de la trentaine, active sexuellement, qui souffre de cette malodeur vaginale, qui à répétition, parfois elle guérit spontanément, parfois elle va utiliser des ovules antiseptiques et ça marche, mais le problème c'est qu'à chaque fois il y a récidive de cette malodeur et notez que cette malodeur elle est exagérée après un rapport sexuel ou après usage de gel intime alcalin. Pourquoi? Parce que tout simplement la bactérie ou le Gardnerella vaginalis va produire une sécrétion anormale qui, lorsqu'elle est ajoutée ou lorsque cette sécrétion est additionnée à un milieu alcalin, ça va dégager un gaz qui ressemble à du poisson pourri. Alors, l'examen clinique est simple, leucorrhée abondante, fluide, blanche grisâtre, et surtout, ce qui attire l'attention de la femme, c'est l'odeur de poisson pourri. Et lorsque vous examinez, il n'y a pas d'inflammation vaginale, il y a juste les leucorrhées. Alors, est-ce qu'on doit recourir aux examens complémentaires? Non, ce n'est pas la peine. Il faut se fier à l'interrogatoire, à votre examen clinique. Si jamais vous faites un prélèvement vaginal, c'est le sniff test ou le fameux test à la potasse, c'est le KOH. Le KOH, il est alcalin. Vous rajoutez une goutte d'eau de KOH sur la sécrétion vaginale et ça dégage une odeur de poisson pourri. Et le pH vaginal, il est alcalin. Alors, on va se baser, c'est-à-dire le diagnostic, il est, comme on a dit, il est essentiellement clinique. Donc, il suffit d'avoir 2 ou maximum 3 critères pour définir la vaginose bactérienne. Alors, pourquoi on a la vaginose bactérienne? C'est important. Ce sont les facteurs de risque qui vont changer cette flore vaginale. Alors, justement, il y a des femmes, typiquement, ils vont vous dire, dès la mise en place de dispositifs intra-utérins, je commence à avoir une mauvaise odeur vaginale. Alors là, il faut le retirer rapidement parce que le corps étranger a changé la flore. Les femmes tabagiques sont connues
à faire des vaginoses à répétition, vous savez, le tabac, il diminue, il entraîne une certaine hypoœstrogénie, et donc ça va diminuer l'acidité vaginale. Les douches vaginales à répétition, les femmes qui font des toilettes au doigt vaginal, surtout avec l'usage des gels antiseptiques intravaginaux, et il y a une certaine susceptibilité génétique ainsi que le bas niveau socio-économique. Sachez que la contraception hormonale, elle peut être efficace sur cette vaginose bactérienne puisqu'elle va apporter des oestrogènes et donc c'est comme un prébiotique, va augmenter l'acidité vaginale indirectement. Alors, quelles sont les complications non traitées? Elles favorisent, comme on a dit, la transmission des IST. Si grossesse, attention aux complications gravidiques, RPM, accouchement prématuré. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est les récidives. 80% récidives dans les 3 mois. Alors, que faire? Je dois traiter la phase aiguë. Qu'est-ce que je fais pour le partenaire? Qu'est-ce que je fais pour les formes qui récidivent? Alors, la phase aiguë, elle est simple. Les recommandations sont très claires depuis 2015, ils n'ont pas changé. On se base sur la métronidazole, la molécule 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours. Alors, les anglophones, ils utilisent essentiellement la clindamycine, 300 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, qui n'existe pas chez nous. Le partenaire, il faut le laisser tranquille, hein. Ce n'est pas une IST, c'est justement un changement de flore vaginale. Il ne faut pas le traiter. On le traite quand il y a par contre un trichomonas. Vous savez qu'ils ont une symptomatologie qui est proche, hein. Par contre, le trichomonas, ça va donner des leucorrhées spumeuses. Il y a des petites bulles dans les leucorrhées qui sont jaunâtres. Parfois, odeur plâtrée. Et vous avez cet aspect de colpite de trichomonas typique. C'est des petites taches éparpillées au niveau vaginal. Alors, mais on ne traite pas le partenaire quand il y a juste la vaginose. Attention aux infections mixtes, hein. Alors, les récurrences, que faire? Le taux de récurrence atteint 80%. Alors, plusieurs traitements ont été tentés. Justement, les prébiotiques, on parlait tout à l'heure, prébiotiques, probiotiques. Alors, l'essentiel, c'est qu'il faut rétablir cette flore vaginale qu'on a perdue. Oui, l'infection, on peut la traiter avec métronidazole, on est efficace, il n'y a plus d'odeur, mais il faut rétablir cette flore et le plus vite possible, parce que sinon, elle va récidiver rapidement. Donner les œstrogènes locaux, donner les probiotiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a plusieurs publications. Alors, je vais conclure sur les publications. Sachez qu'il n'y a pas de recommandation au niveau vaginal. J'ai vu ce qui a été recommandé dans l'intestin. Au niveau vaginal, malheureusement, on n'a pas encore de recommandations claires. L'essentiel, c'est qu'il faut éviter tous les facteurs de risque de récidive. Donner parfois une contraception hormonale, ça peut donner de l'effet sur l'impact des œstrogènes. Et les probiotiques, bon, chacun utilise une durée déterminée. J'ai vu des articles où on parle de 10 jours par mois sur 6 mois, 10 jours par mois sur 3 mois. L'essentiel, c'est qu'il faut quand même donner les probiotiques. Dans la phase aiguë, on propose 3 semaines à 1 mois et si récidive, aller jusqu'à 3 mois de manière continue pour éviter justement les récidives. Deuxième prototype d'infection ou de modification de la flore vaginale, c'est une jeune patiente de 35 ans connue diabétique, mal suivie, qui n'a pas d'activité sexuelle et qui a présenté des leucorrhées blanchâtres épaisses avec un prurite vulvaire intense. Et on note à l'interrogatoire notion d'antibiothérapie suite à une bronchite. Alors, l'examen clinique, vous voyez un aspect d'érythème vulvaire. Bien sûr, on pose le diagnostic d'une vulvovaginite mycosique. Alors, c'est aussi un prototype qui va changer la flore vaginale. Il y a des facteurs favorisants qu'il faut rechercher. Il y a la grossesse, il y a la contraception orale. Les savants, les femmes qui font beaucoup de toilettes intimes ont détruit la flore périnéale, la flore vaginale. Le terrain particulier de diabète, diminution de l'immunité, les cancéreuses, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. Et on voit que c'est une infection qui est très fréquente pendant la période estivale parce qu'il y a une humidification de cette région vulvaire. Le diagnostic est simple, hein, c'est le prurite. C'est vraiment, moi je dis toujours que c'est la seule infection vulvovaginale
qui peut consulter la nuit. Hein. C'est la seule infection qui peut venir en urgence à 3 heures du matin parce qu'elle a une brûlure vaginale intense, surtout après avoir utilisé un produit acide. C'est ce qui va aggraver la situation. Donc, dès le corps est blanchâtre, parfois c'est étendu à la région pelvienne et périnéale plutôt. Alors, le vagin, siège de sécrétion et d'enduit blanchâtre. N'essayez pas d'introduire le spéculum, ne forcez pas parce que c'est très très douloureux quand il s'agit de vaginite importante. Bon, à l'examen, à l'inspection de la vulve, c'est clair. Alors, cherchez une source digestive ou au niveau des doigts ou des orteils qui peut bien sûr entretenir les récidives. Ce n'est pas la peine de recourir aux examens complémentaires, notamment aux tests de laboratoire. Donc, le traitement se base sur le traitement minute le plus souvent, donner un savon alcalin et les dérivés imidazolés. Alors, le traitement du partenaire, il est discutable, il n'est pas systématique, sauf s'il est symptomatique. Alors, pour les différents moyens thérapeutiques, on peut donner la voie vaginale quand il y a une infection vaginale, la crème ou les topiques quand il y a une infection vulvaire. Alors, que faut-il faire devant les récidives? C'est ce qui nous pose les problèmes. Alors, les récidives, je vous invite à chercher toujours un facteur favorisant. Dès que vous le trouvez, vous allez guérir la maladie. Et ce sont des femmes qui vont venir vous consulter à chaque fois. Cherchez un facteur récidivant. Éliminez bien sûr tout ce qui n'est pas une mycose et traitez ce facteur favorisant avec le renforcement des règles hygiéniques et surtout vestimentaires. Alors, plusieurs protocoles concernant les récidives. On ne va pas s'attarder sur les différentes options thérapeutiques. Le temps nous presse. Je vous invite à essayer ce protocole. Fluconazole donné 150 ou 200 mg J1, J3, J7, c'est-à-dire la première semaine, je donne 3 gélules, donc en période d'attaque. Ensuite, une gélule par semaine pendant 2 mois. Ensuite, une gélule toutes les 2 semaines pendant 4 mois. Ensuite, une gélule pendant 6 mois, c'est-à-dire un traitement qui peut aller jusqu'à 9 mois pour éviter les récidives. Parallèlement, bien sûr, il faut bien entendu rétablir la flore vaginale pendant la période aiguë. Et donc, pour rester dans les temps, j'ai essayé de speeder. Donc, je vais finir par l'impact de l'influence du microbiote vaginal, et ça c'est important, sur la santé urogénitale. C'est très important ce que je vais dire, c'est que vous allez voir des femmes qui vont consulter pour des cystites à répétition. Alors, typiquement, ils vont vous dire ouais, c'est après un rapport sexuel. Sachez que n'oubliez pas de traiter cette flore vaginale. Pourquoi? Parce que, vous savez, les uropathogènes sont d'origine essentiellement intestinale. Alors, ils vont migrer à travers de l'intestin et vont passer, bien sûr, par la voie périnéale et la voie vaginale avant d'atteindre la voie urinaire. Si on a un microbiote vaginal qui est modifié, qui est perturbé, bien sûr, on aura tendance à avoir une répétition de ces infections urinaires. Et donc, n'oubliez pas de donner des probiotiques chez les femmes qui ont des cystites à répétition, parce que traiter avec les quinolones ou avec des céphalosporines la phase aiguë ne marche pas toujours. Ce sont les récidives qui nous posent des problèmes. Et donc, n'oubliez pas de traiter et bien sûr d'équilibrer cette flore vaginale pour éviter le risque d'infection urinaire à répétition. Alors, deuxième impact, c'est l'impact sur le risque d'infection sexuellement transmise. Il est clair que beaucoup d'études ont parlé de cette situation, que lorsqu'on a une dysbiose vaginale ou une microbiote vaginale qui est modifiée, on a tendance à avoir facilement, à acquérir facilement le VIH, les hépatites et certains germes, notamment les chlamydiés, qui sont transmis de manière sexuelle. Ça a été prouvé dans les études. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certaines femmes où le partenaire il est VIH+, alors qu'elle est séronégative. De même pour d'autres bactéries. C'est pour cela que les études actuellement se penchent sur ce microbiote vaginal et sa protection, l'intérêt de sa protection contre la transmission des IST. Impact sur le déroulement de la grossesse.
C'est important aussi, hein. Ça veut dire que dès qu'on a une dysbiose, on a le risque de complications. Et là, on a tendance à l'oublier lorsqu'on a des menaces d'accouchement prématuré et on a ou alors on a des ruptures de la poche des os. On oublie à chaque fois de faire des prélèvements vaginaux et ils sont systématiques dès qu'on a des contractions utérines. Faites un prélèvement vaginal, à côté bien sûr un ECBE, parce que la première cause des menaces et des contractions, c'est l'infection vaginale et la modification de la flore vaginale. Et enfin, l'impact sur le risque de cancer, c'est important aussi. C'est beaucoup d'études, et l'on parle depuis quelque temps. C'est que, vous savez que le cancer génital, le deuxième cancer de la femme, c'est le cancer du col, et que ce cancer du col, il est dû à un virus qui est l'HPV, on l'a discuté l'année dernière, et que ce virus il est très fréquent chez la femme jeune. L'HPV, on le trouve chez 20 à 25% des jeunes jusqu'à 30 ans, et que cette femme, lorsqu'elle est infectée par l'HPV, elle connaît ce qu'on appelle la clairance virale, c'est-à-dire elle a tendance à guérir naturellement de son virus. Alors, mais les femmes, on a remarqué que les femmes qui ont une modification de ce microbiote vaginal, ils ont tendance à garder ce virus. Et qui dit garder le virus pendant des années, dit bien sûr risque de transformation des cellules cervicales en lésions prénéoplasiques et vers le cancer éventuellement. Donc voilà, c'est des études qui sont en cours en évaluation, d'où l'intérêt de conserver et protéger ce microbiote vaginal, surtout lorsqu'on a des infections vaginales, traiter la phase aiguë et éventuellement traiter et rétablir la flore vaginale.